Bonjour les enfants, nous sommes le jeudi 7 mai, donc on va démarrer tout de suite. Je vous laisse écrire la date, faire les traits rouges à la règle et écrire lexique. Donc en lexique, on va travailler sur une nouvelle notion, mais que vous avez déjà sûrement vue déjà en CE2, c'est les synonymes et les contraires. Je vais vous laisser regarder bien attentivement cette première page que je vous grossis pour que vous puissiez la lire. Donc je vous laisse mettre pause, la lire et on se retrouve après. Ok, donc vous avez bien lu cette page. Maintenant, je vais vous demander de compléter le tableau et de répondre aux questions qui sont juste à droite. Donc pour le tableau, vous refaites le tableau. Pour les conclusions, c'est pas la peine d'écrire la réponse, hein, vous le dites juste à l'oral. Ensuite, vous faites ceci à l'écrit. Comment tu fais pour trouver chaque mot à l'oral? Comment est formé l'adjectif incorrect? Et même chose à l'écrit, vous répondez à la question. Quand vous aurez terminé, je vous laisse avec la correction et je vous inviterai, si vous le souhaitez, à aller voir la vidéo Lumni que je vous mets dans la description sur les synonymes pour être encore plus informé là-dessus. Alors c'est parti pour corriger le lexique. Vous avez vu que j'ai bien à la règle fait le tableau qu'il y avait à l'écran. Donc on me demande de le compléter, on me demande de donner la classe grammaticale de Modeste. Donc Modeste, quand vous allez sur la petite vignette numéro 2, que vous regardez l'extrait de dictionnaire, vous voyez qu'il est écrit Modeste ADJ point. Donc ADJ, vous savez que c'est la classe des adjectifs. Ensuite, on me demande de donner les synonymes du mot modeste. Donc pareil, je n'invente rien, hein, je regarde dans l'extrait de dictionnaire et à un moment il est écrit sine, point, et il est écrit humble. Mais attention, on me demande de donner les synonymes. Donc je continue dans l'article et je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Dans les définitions 2, on a un autre synonyme qui est simple. Et dans la dernière, il est écrit maigre et médiocre. Donc vous avez vu, j'aurais dû faire des cases un peu plus grandes ou écrire un peu plus petit, je le saurai pour après. Donc voilà tous les synonymes du mot modeste. Forcément, ça dépend du contexte, ça dépend de la phrase. Maintenant, on me demande les contraires. Donc même chose, dans l'extrait de dictionnaire, il est écrit contre en vert, c'est O-N-T-R. Donc je n'ai plus qu'à regarder. Donc il est écrit orgueilleux. Orgueilleux, prétentieux. Vaniteux. Donc toutes ces choses, ça veut dire la même chose, hein, c'est quelqu'un qui se vante. Ensuite, il est écrit dans les définitions suivantes, luxueux. Et enfin, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. On passe au mot arrêter. Donc on regarde la définition, arrêter, et on voit que juste après arrêter et s'arrêter, il y a un V. Donc V, ça veut dire que c'est un verbe. Et même vous, vous êtes capable de dire que c'est un verbe sans le savoir, sans regarder la définition. Donc les synonymes de arrêter, même chose, je regarde sur la définition, là où il est écrit sine, et j'ai immobilisé. J'ai stoppé avec 2 P. Je regarde dans les autres définitions s'il y a d'autres synonymes. Cesser. Donc cesser, ça veut dire arrêter aussi. Hein. Relâcher. Là, je ne fais que aller voir hein, dans les définitions quand il y a écrit contre, qui signifie contraire. Et c'est tout pour les synonymes de arrêter. Et les contraires de arrêter, j'ai continué. Est-ce que j'en ai d'autres? Relâcher. Et c'est tout. Voilà pour les contraires de arrêter. Enfin, le mot course. Course, donc je vois qu'il est écrit N.F. Donc ce qui signifie non féminin. D'ailleurs, vous savez, vous, hein, on dit la course, une course, vous savez que c'est un nom féminin normalement. Les synonymes de course, donc je vais voir dans la définition, j'ai synonyme commission.
Et dans les contraires, on ne m'en propose pas. Donc je vais barrer. Ensuite, on me dit quelle conclusion en tires-tu? Donc ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que regardez, modeste c'est un adjectif, et dans les synonymes ce ne sont que des adjectifs, et dans les contraires ce ne sont que des adjectifs. Arrêter est un verbe, et dans les synonymes je n'ai que des verbes, et dans les contraires je n'ai que des verbes. Et ici, non féminin, et le synonyme est un nom féminin également. Ensuite, 2 indique le synonyme est le contraire du mot souligné. Donc moi j'ai fait ça sous forme de tableau aussi. Comme ça c'est plus facile, à chaque fois je donne le synonyme et le contraire. Attention, c'est pas le même exercice que là, d'accord? Il y a des mots qu'on retrouve, mais là vous devez faire attention au sens de la phrase. Et à vous de trouver un synonyme. Donc, on peut se servir de ceux qui sont là et chercher le bon. La phrase est « c'est une petite maison très modeste ». Donc, je vais aller chercher un synonyme de modeste. On me propose « c'est une maison très humble »,« c'est une maison très simple »,« très maigre » ou « très médiocre ». Donc, très humble, humble c'est plutôt pour une personne, si vous lisez les définitions. Donc nous, on va mettre « simple », c'est une maison très simple. Et on va aller chercher un contraire. C'est une maison orgueilleuse, c'est une maison prétentieuse, c'est une maison vaniteuse, c'est une maison luxueuse. Donc le contraire, ça va être une maison luxueuse. Ça, vous avez déjà entendu. Ensuite, les policiers ont arrêté un suspect. Alors, est-ce que les policiers ont immobilisé, ont stoppé, ont cessé ou ont relâché? D'ailleurs, relâché, ça m'étonnerait que ce soit un synonyme, j'ai dû me tromper. Ah oui, c'était appréhender. Excusez-moi, vous voyez, j'ai mal lu, c'était un peu petit. Appréhender, pardon. Donc, est-ce qu'ils ont immobilisé, stoppé, cessé ou appréhendé un suspect? Donc là, il y en a plusieurs qui fonctionnent. On peut mettre qu'ils ont immobilisé, je pense. Je pense que c'est le mieux. Alors, je vais relire les définitions. S'emparer d'une personne pour la mettre en prison. Synonyme appréhender. Donc, on va mettre appréhender. Donc, ils ont appréhendé. Et le contraire, ils ont continué ou ils ont relâché. Ben là, aucune hésitation, ils ont relâché. Enfin, les courses, elle est allée faire des courses au supermarché. Elle est allée faire, donc là on n'a qu'un choix. Elle est allée faire des commissions, peut-être que vous parlez comme ça. Et il n'y a pas vraiment de contraire. Hein. On ne peut pas dire qu'elle est allée faire l'inverse de course. D'accord ? Comment as-tu fait pour trouver chaque mot? Vous avez vu comment on a fait. On est allé chercher à chaque fois dans le tableau des synonymes et des contraires et on a cherché en fonction du sens. Comment est formé l'adjectif incorrect? Alors, si je l'écris, incorrect. Donc le mot incorrect, on voit qu'il est formé du préfixe un. Il est formé du préfixe un et du mot, du radical correct. Ce qui fait que le mot veut dire l'inverse de correct avec le préfixe. Correct, c'est le mot de base. Si je veux dire l'inverse de correct, je dis incorrect et je rajoute un préfixe. Selon le même procédé, forme les contraires de lisible. Donc, lisible, le contraire de monter, de possible et de normal. Donc, comment je fais le contraire de lisible? Quelque chose qui n'est pas lisible, c'est quelque chose qui est illisible. Donc, je rajoute un préfixe, quelque chose. L'inverse de, le contraire de monter, c'est démonter. Je rajoute un préfixe. Et le contraire de possible, c'est impossible. Et le contraire de normal, c'est anormal. Vous avez vu qu'à chaque fois, j'ai rajouté un préfixe, c'est-à-dire un petit morceau que je mets devant le mot pour le dire le contraire. Quelle conclusion en tires-tu sur la formation de certains contraires? Que certains contraires sont formés avec des préfixes. Voilà, comme écrit ici. Je vais vous lire la leçon, ce qu'il faut avoir compris. Donc les synonymes et les contraires, qu'appelle-t-on des synonymes? On dit que des mots sont synonymes quand ils ont le même sens ou des sens très proches. Ils appartiennent à la même classe grammaticale.
Donc ça veut dire que modeste, son synonyme humble et simple sont des adjectifs, course, commission, ce sont des noms, marcher, se promener, ce sont des verbes. Qu'appelle-t-on contraire? On appelle contraire des mots ayant des sens opposés. Ils appartiennent à la même classe grammaticale, de la même façon, donc modeste, orgueilleux, qui sont des adjectifs, arrêter, commencer, qui sont des verbes. Beaucoup de contraires sont formés à partir d'un préfixe, donc c'est ce qu'on a fait nous dans l'exercice, illisible, démonté, anormal et impossible. Maintenant, on passe à ce petit exercice. Voici un nouveau thème, identifier et construire des quadrilatères, c'est ce qu'on va apprendre. Je vous demande dans un premier temps d'essayer de trouver le nombre de quadrilatères qui se trouvent sur cette œuvre. Je vous rappelle seulement qu'un quadrilatère est une figure géométrique qui a 4 côtés. Voilà la définition d'un quadrilatère. Donc je vous laisse compter et on passe à la correction. Ok, donc je suis désolée, c'est penché. Voilà. Alors, on va essayer de les compter. Je vous avais dit de ne pas compter l'extérieur, donc on va essayer d'aller du plus loin vers le plus près. On voit que déjà, ici, nous avons un rectangle autour, donc ça fait 1. Ensuite, on va partir sur la forme blanche ici, qui fait 2. La forme ici, qui fait 3. Ici, qui fait 4. Le losange, qui fait 5. Ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit rectangle qui fait 6. Ici, on a un pic qui fait 7, un autre qui fait 8. Et on a les côtés noirs aussi là, qui font 9 et qui font 10. Donc moi, j'en ai trouvé 10. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Voilà. Alors vous avez vu que il faut voir les nuances de couleurs, que c'est un peu difficile à compter, mais la seule chose qu'il faut que vous ayez compris, c'est que on a plusieurs types de quadrilatères ici. On a le carré, on a cette forme-là, qui a bien 4 côtés. 1, 2, 3, 4. On a un losange ici, on a un rectangle, on a cette forme-là également, cette forme-là, et les losanges. D'accord? C'est surtout ça qu'il fallait avoir compris dans cet exercice. Donc voici la leçon, je vais vous laisser la lire tranquillement. Vous pourrez également aller voir la petite vidéo YouTube que je vous mets là-haut pour apprendre plus de choses. Quand vous avez tout lu, je vous laisse faire l'exercice qui vient juste après. Donc on vous demande à chaque fois si c'est vrai ou faux, d'aller vérifier les informations. Est-ce que EFBA est un rectangle? Est-ce que OPRC est un carré? Etc. Je vous invite à revenir sur la page d'avant de temps en temps pour relire, puisque je peux pas dire que c'est un carré juste en voyant que c'est un carré. D'accord? Un carré, c'est quand j'ai 4 angles droits, 4 côtés de même longueur. Le losange, il faut que j'ai 4 côtés de même longueur, des diagonales qui se coupent en leur milieu, qui soient perpendiculaires, etc. Il faut que toutes les conditions soient réunies. Donc faites bien attention aux pièges qui se trouvent dans l'exercice suivant. Je vous laisse mettre pause et on passe à la correction. Maintenant, pour la correction de l'exercice 1, on va essayer de voir ensemble ici. Donc on devait dire vrai ou faux. Alors, EFBA est un rectangle. Donc je cherche EFBA. EFBA, c'est la forme orange. Est-ce que c'est un rectangle? Eh bien non, ce n'est pas un rectangle, puisque pour qu'il y ait un rectangle, il faut que les côtés soient perpendiculaires et égaux 2 à 2. Ce qui n'est pas le cas ici. Ce côté EF ne fait pas la même taille que ce côté BA. Donc la réponse A, c'est faux. La réponse B, OPRC est un carré. Alors, OPRC, est-ce que c'est un carré? Non, puisqu'il y a 4 côtés qui ne sont pas de même longueur. Donc c'est un rectangle, c'est faux. ZXYW est un losange. ZXYW est un losange. Alors, pour qu'il y ait un losange, on a vu dans la leçon qu'il faut qu'il y ait 4 côtés de même longueur. Or ici, ZX ne fait pas la même taille que XY, ce n'est pas la même longueur. Donc c'est faux. GHIE. GHIE est un carré. GHIE, est-ce que les 4 côtés sont égaux? Oui. Est-ce qu'il a 4 angles droits? Oui. Donc c'est bien un carré, c'est vrai. Le ESTVU est un losange. STVU est un losange. Est-ce qu'il a ses 4 côtés de même longueur? Oui. Est-ce qu'il a ses diagonales qui se coupent en leur milieu? Oui. Et qui sont perpendiculaires? Oui. Donc c'est vrai.
Et le F, KLMNJ, est un losange. KLMNJ est un losange. Est-ce qu'il a ses 4 côtés de même longueur? Non, donc c'est faux. Un deuxième petit exercice, on vous demande de reproduire ces quadrilatères. Donc si c'est trop difficile, vous n'êtes pas obligé puisque nous n'avons pas des points mais des carreaux, donc ça peut être un peu difficile. Trace leur diagonale, puis complète le tableau. Donc refaites par contre bien correctement le tableau et vous mettez à chaque fois vrai ou faux dans chaque case. Est-ce que le quadrilatère A a des côtés de même longueur? Est-ce qu'il a ses côtés opposés parallèles, ses côtés de même longueur 2 à 2, etc. Et vous répondez à chaque fois pour chaque quadrilatère vrai ou faux. Je vous laisse mettre pause et on se retrouve pour la correction. Pour cet exercice, donc j'espère que vous avez réussi à reproduire les quadrilatères, même si vous avez des carreaux, il y a des petits points. Et on va corriger. Alors, on va regarder le A et on va faire toutes les rubriques. Ces côtés sont tous de même longueur. Est-ce que ces côtés sont tous de même longueur? Oui, donc je peux mettre un V pour vrai. Est-ce que ces côtés opposés sont parallèles? Ça veut dire que les côtés qui se font face, est-ce qu'ils sont parallèles? Ça veut dire est-ce qu'ils ne vont jamais se croiser? Eh bien tout à fait, ils ne se croiseront jamais, donc c'est vrai. Ces côtés sont de même longueur 2 à 2. Ça veut dire que 2 par 2, ils ont la même longueur. Oui, ces deux-là sont de la même longueur, et ces deux-là aussi. Donc c'est vrai. Est-ce que ces diagonales se coupent en leur milieu? Donc vous, normalement, les diagonales sont tracées. Est-ce qu'elles se coupent en leur milieu? Bien, il faut calculer ici et ici si c'est la même longueur. Donc c'est vrai. Est-ce que ces diagonales... Ah pardon, se coupent en leur milieu, donc oui. Est-ce qu'elles sont de même longueur? Alors, hop, on vérifie. La première fait 3. Et l'autre fait un petit peu moins de 2. Donc c'est faux. Est-ce que ces diagonales sont perpendiculaires? Oui, il y a bien un angle droit ici. Donc c'est vrai. On passe au B. Est-ce que ces côtés sont tous de même longueur? Oui. Est-ce que ces côtés opposés sont parallèles? Oui. Est-ce que ces côtés sont de même longueur 2 à 2? Oui, ces deux-là et ces deux-là ont la même longueur et même tous ensemble, puisqu'ils ont tous la même longueur. Ces diagonales se coupent en leur milieu. On trace les diagonales. Est-ce qu'elles se coupent en leur milieu? Oui. Est-ce qu'elles sont de même longueur? Oui. Et est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Aussi, à vérifier avec une équerre, mais elles sont bien perpendiculaires. Pour le C, est-ce que ces côtés sont tous de même longueur? Bien non, parce qu'on voit clairement que ce côté-là est plus grand que ce côté-là. Donc c'est faux. Est-ce que ces côtés opposés sont parallèles? Est-ce que c'est là et ceux-là sont parallèles? Oui. D'accord, ces deux-là sont parallèles et ces deux-là sont parallèles. Est-ce que ces côtés sont de même longueur 2 à 2? Là oui, par contre, celui-là et celui-là ont la même longueur et celui-là et celui-là aussi. Est-ce que ces diagonales se coupent en leur milieu? Pour ça, il faut tracer les diagonales. Est-ce qu'elles se coupent en leur milieu? Alors non, puisque regardez, si je calcule ici, je suis à 1,5 à peu près. Et si je regarde ici, je suis à un petit peu moins de 1. Donc c'est faux. Ces diagonales sont de même longueur. Alors, si je mesure cette diagonale, elle fait à peu près 3,5. Et si je calcule celle-ci, elle fait 2. Donc c'est faux. Est-ce que ces diagonales sont perpendiculaires? Non, on ne peut pas mettre un angle droit ici. Pour le D, ces côtés sont tous de même longueur. Eh bien, ça aurait pu, si celui-ci passait comme ça, que c'est un carré, mais là, celui-là est plus grand. Donc c'est faux. Ces côtés opposés sont parallèles. Est-ce que ces deux côtés sont parallèles? Oui, mais est-ce que celui-là et celui-là sont parallèles? Non, ils vont se croiser là-haut. Donc c'est faux. Est-ce que ces côtés sont de même longueur 2 à 2? Donc ces deux-là, oui, mais ces deux-là, non. On peut vérifier. 1,5. Ah, et 1,5. Eh bien si, c'est un effet d'optique. Alors on a l'impression que celui-là est plus grand, maintenant ils font la même taille. Ces diagonales se coupent en leur milieu. Pour cela, il faut les tracer. Alors vous les tracez mieux que moi, hein.
Est-ce qu'elles se coupent en leur milieu? Alors là, nous avons 1. Et là, nous avons 1,5. Donc non. Est-ce qu'elles sont de même longueur? Non. Puisque vous avez vu que celle-ci est plus grande. Et est-ce qu'elles sont perpendiculaires par contre? Oui. Dernier, est-ce que ces côtés sont tous de même longueur? Non, hein, ceux-là sont plus petits que ceux-là. Donc c'est faux. Est-ce que ces côtés opposés sont parallèles, ces deux-là et ces deux-là? Oui. Est-ce que ces côtés sont de même longueur 2 à 2? Oui, ces deux-là et ces deux-là. Est-ce que ces diagonales se coupent en leur milieu? Il faut les tracer. Oui, elles se coupent en leur milieu. Est-ce qu'elles sont de même longueur? Oui. Et est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Ici, ici, non. On voit très bien qu'on ne peut pas mettre un angle droit. Donc voilà pour la correction. Pour l'anglais, je vais vous laisser, comme la dernière fois, aller voir The Rich Morning Show qui est sur Lumni, donc vous avez le lien dans la description. Je vous laisse la regarder attentivement, essayer de comprendre un maximum de choses. Vous pouvez même le regarder même 2 fois, hein, c'est très très court pour bien comprendre. Et ensuite, on va regarder le vocabulaire à retenir. Allez, va voir la vidéo. Reste pas ici, clique sur le lien dans la description. Donc si tu es là, c'est que tu reviens de la vidéo, que tu as vu The Rich Morning Show. Le vocabulaire à retenir de cette vidéo, c'est Today we have a big debate. Donc aujourd'hui, nous avons un grand débat. Which came first? Qui est venu en premier? The chicken, que vous connaissez déjà, la poule, et the egg, l'œuf. Our second guest is, notre deuxième invité est, et let's debate, débattons. Donc je vous invite à apprendre par cœur ces phrases qui sont très très utiles et qui vous servent pour comprendre un petit peu la construction d'une phrase en anglais, pour avoir du vocabulaire, etc. Donc je vous invite à connaître ces phrases par cœur. On va maintenant passer à la dictée, qui est une dictée bilan, puisque demain nous sommes un jour férié, nous sommes le 8 mai. Donc je vais vous faire la dictée bilan. Pendant que vous écrivez dictée, je vous lis la dictée en entier et ensuite on démarre. S'il m'était possible de voir se réaliser un rêve, je choisirais de partir en voyage. Je m'y préparerais longtemps à l'avance, dans l'enthousiasme, mais sans hâte ni précipitation. Je visiterais de grandes villes, mais je m'écarterais des sites touristiques pour accéder à des villages si reculés qu'ils sont presque oubliés. Je traverserai des déserts et gravirai des montagnes où il n'y a que le vent qui puisse témoigner d'une vie passée. Alors vous allez voir, je vais aller un petit peu plus vite. D'ailleurs, bravo à ceux qui ont essayé comme défi de faire la dictée, la grande dictée Lumni l'après-midi. Alors c'est une dictée de 3e hein, pour le brevet, donc c'est normal que ce soit difficile et que ça aille trop vite. Mais bravo en tout cas d'avoir essayé de relever le défi. Donc là, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Si ça va vraiment trop vite, vous avez la possibilité sur la vidéo de revenir un petit peu en arrière, donc pas de panique. C'est parti. S'il m'était possible. S'il m'était possible de voir se réaliser. S'il m'était possible de voir se réaliser un rêve, virgule. Je choisirais de partir en voyage. Je choisirais de partir en voyage. Point. Je m'y préparerai. Je m'y préparerai longtemps à l'avance. Je m'y préparerai longtemps à l'avance dans l'enthousiasme. Vous avez le mot qui est écrit juste en haut. Dans l'enthousiasme, virgule, mais sans hâte,
mais sans hâte ni précipitation. Point. Mais sans hâte ni précipitation. Point. Je visiterai de grandes villes. Je visiterai de grandes villes, virgule, mais je m'écarterai des sites touristiques. Pour accéder à des villages si reculés qu'ils sont presque oubliés. Point. Si reculés qu'ils sont presque oubliés. Point. Je traverserai des déserts. Je traverserai des déserts et gravirai des montagnes. Je traverserai des déserts et gravirai des montagnes où il n'y a que le vent, qui puisse témoigner, d'une vie passée. Point final. Je la répète en entier. S'il m'était possible de voir se réaliser un rêve, virgule, je choisirais de partir en voyage. Point. Je m'y préparerai longtemps à l'avance dans l'enthousiasme, virgule, mais sans hâte ni précipitation. Point. Je visiterai de grandes villes, virgule, mais je m'écarterai des sites touristiques pour accéder à des villages si reculés qu'ils sont presque oubliés. Point. Je traverserai des déserts et gravirai des montagnes où il n'y a que le vent qui puisse témoigner d'une vie passée. Donc je vous laisse tout relire, prendre votre fleur si besoin, et ensuite j'affiche la dictée et je vous laisse la corriger tranquillement. Mettez pause et nous on continue. Voici le calcul posé, donc pas la peine que j'explique, c'est la même chose que d'habitude, les 4 opérations à faire proprement, correctement, et on se retrouve après pour la correction. On corrige maintenant le calcul posé, donc c'est parti, on pose l'opération. C'est beaucoup plus simple de mettre un chiffre par carreau, je vous le redis encore. Je trace à la règle et je n'ai plus qu'à calculer. 9 plus 2, 11, je pose 1, je retiens 1. 1 plus 0 plus 9, 10, je pose le 0, je retiens 1. 1 plus 1 plus 3, 5. 9 plus 5,
14, je pose le 4 et je retiens 1. 7 plus 2 plus 1, 10, je pose le 0, je retiens 1. 8 plus 1, 17, je pose le 7 et je retiens 1. 5 plus 1, 7, ce qui nous fait ce très grand nombre qu'on va pouvoir découper pour lire. Je découpe par famille de 3, ce qui nous fait, 7 704 501. Je corrige maintenant la soustraction. Je fais bien attention de mettre le plus grand en haut. Donc, moins 257. Attention à bien aligner les unités, les dizaines, les centaines, etc. Si je veux, je mets des zéros là où il n'y en a pas. 1 moins 7, ce n'est pas possible, donc il faut que j'aille casser ici. Mais je ne peux pas casser ici, j'ai 0. Donc je vais aller casser plus haut. Je vais aller casser ici, il va me rester 8 et je mets la dizaine. N'oubliez pas que j'ai mon problème ici, donc maintenant que j'ai 10, je vais casser ici. Il va me rester 9 et je vais pouvoir mettre 10 unités. 11 moins 7, 4. 9 moins 5, 4. 8 moins 2, 6. 2 moins rien, 2. 8 moins rien, rien. Et 5 moins rien, rien. Ce qui me fait 582 644. La multiplication maintenant, je fais attention à bien la poser. 23 958 fois 65. Là, il va falloir que je sois bien concentrée pour ne rater aucun chiffre. Je vais commencer par le chiffre 5 des unités et je calcule. 5 fois 8 égale 40. Je pose 0, je retiens 4. 5 fois 5. Si je veux, je peux mettre un point quand j'ai fait. 5 fois 5, 25 plus 4. 29, je pose le 9 et je retiens 2. 5 fois 9, 45 plus 2. 47, je pose le 7, je retiens 4. 5 fois 3, 15 plus 4, 19. Je pose le 9, je retiens 1. 5 fois 2, 10 plus 1, 11. Et j'ai terminé pour cette ligne. Maintenant, je vais passer aux dizaines. Comme je vais commencer sous les dizaines, je mets un 0 dans les unités et c'est parti. 6 fois 8, ça me fait 48. Je pose le 8 et je retiens 4. 6 fois 5, 30 plus 4, 34. Je pose le 4 et je retiens 3. 6 fois 9, ça fait 54 plus 3, 57. Je pose le 7, je retiens 5. 6 fois 3, 18, plus 5, 19, 20, 21, 22, 23. Je pose le 3, je retiens 2. 6 fois 2, 12, plus 2, 14. Je n'ai plus qu'à additionner le tout bien correctement. Ce serait dommage de se tromper là. 0 plus 0, 0, 9 plus 8. 17, je pose le 7, je retiens 1. 7 plus 1 plus 4, ça nous fait 8, 9, 10, 11, 12. Je pose le 2, je retiens 1. 9 plus 1 plus 7. 17, je pose le 7, je retiens 1. 1 plus 1 plus 3. 5, 1 plus 4. 5 et 1 plus rien, 1. Ce qui nous fait au total, je sépare par famille de 3, 1 million, pardon, pas de virgule, 1 557 270. Et je vais terminer par la division. 14 538 divisé par 16. Je vais m'écrire la table de 16. Je peux utiliser une calculatrice pour trouver la table de 16 pour aller plus vite. Donc, 16 fois 1, 16. 16 fois 2 égale 32. 16 fois 3 égale 48. 16 fois 4
égale 64. 16 fois 5 égale 80. 16 fois 6 égale 96. 16 fois 7 égale 112. 16 fois 8, 128. Et 16 fois 9, 144. Pour terminer par 16 fois 10, où j'ajoute juste un 0, ce qui fait 160. Maintenant que j'ai ma table, je devrais pouvoir résoudre toute la multiplication sans problème. Je vais commencer par 1. Non, puisque dans la table de 16, le plus petit chiffre que je vais trouver, c'est 16. Est-ce que je prends 14? Non, puisque le plus petit chiffre, c'est 16. Donc je vais prendre 145. Et je vais me demander, dans la table de 16, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 145 sans le dépasser? Eh bien, c'est 16 fois 9 qui fait 144. Donc je fais 145 moins 144, il reste 1. Je vais descendre le 3. Et je me dis, dans la table de 16, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 13 sans le dépasser? Bien, ce n'est pas possible puisque le plus petit chiffre est 16. Donc, il ne se passe rien. Je mets 0. Et je vais baisser mon 8. C'est comme si on passait son tour, en fait, quand on met un 0. Et maintenant, j'ai 138. Qu'est-ce qui, dans la table de 16, se rapproche le plus de 138 sans le dépasser? 16 fois 8, qui fait 128. Donc 8 moins 8, 0, 3 moins 2, 1, 1 moins 1, 0. Il reste 10. Est-ce que mon opération est terminée? Oui, puisque 10 est plus petit que 16. Ce que je peux faire, c'est prendre une calculatrice et vérifier. Donc prenez la calculatrice que vous avez à la maison. Je fais 14 538 divisé par 16. Et j'obtiens 908, quelque chose. Donc si vous avez 908, c'est bon. Ok, donc l'opération est bonne. Un petit problème, même chose, pas la peine de le recopier, juste un schéma si besoin, l'opération posée si besoin, et surtout la phrase réponse, et on n'oublie pas de me mettre de quoi on parle, l'unité. Mettez pause et on se retrouve pour la correction. On corrige le problème avec les madeleines, donc on rappelle qu'il y a 58 madeleines dans des boîtes et chaque boîte peut accueillir 6 madeleines. Comment je fais pour savoir combien de boîtes il me faut? Eh bien tout simplement je vais diviser toutes mes madeleines par le nombre de madeleines dans une boîte. D'accord? Si dans chaque boîte il y a 6 madeleines, combien de fois je vais diviser? Et je vais me demander, dans la table de 6, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 58 sans le dépasser? J'ai 6 fois 9 qui fait 54. Donc je vais enlever 54. Il va me rester 4. Ça, on aurait pu le faire de tête. Moi, je l'écris pour que vous puissiez comprendre. Ma division est terminée puisque je suis en dessous de 6. Donc ça veut dire qu'il fera combien de boîtes? 9 boîtes. D'accord? Ce qui fera 54 madeleines. 9 boîtes de 6, ça fait 54 madeleines. Et il restera 54 pour aller à 58. Il restera 4 madeleines. C'est le reste de ma division. Tout simplement. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de sciences. On va continuer notre travail sur les graines. Donc, vous allez écrire en rouge comment nomme-t-on les différentes parties d'une graine. Vous allez attendre 2 minutes, mais vous allez aller voir cette vidéo YouTube. Le lien est dans la description. Je veux que vous recopiez proprement le plus beau possible et le plus précis possible ce schéma de graines de haricots ouvertes, d'accord? Donc vous le recopiez, vous faites bien les traits noirs au bon endroit et vous, en voyant la vidéo, vous allez remplir ces 3 trous.
Donc quand le schéma est fait, vous allez voir cette vidéo, vous écoutez bien ce qu'il dit, vous regardez bien ce qu'il dit et vous remplissez ces 3 trous pour me dire qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que c'est que ça et ça. D'accord? Quand c'est fait, vous revenez et je vous affiche quelque chose. Donc j'espère que tu es allé voir la vidéo YouTube. Voici une capture d'écran de la fin de la vidéo où on voit ici le radicule, les futures feuilles et le cotylédon. D'accord? Donc voici la correction du schéma que tu devais recopier avec la plantule, le tégument, d'accord, qui est la peau, hein, nous on appelle ça la peau, et les cotylédons qui sont donc l'intérieur de la graine, ce qu'on mange. Maintenant, je vais t'inviter à regarder, alors à écrire ça d'abord sur ton cahier, à quoi servent les différentes parties d'une graine. Tu écris ça en rouge, et ensuite juste tu recopies cette question-là, à quoi sert chaque partie de la graine du haricot. Donc tu recopies ça, je te laisse lire toutes les informations et répondre à cette question. Donc normalement, tu l'as vu, il y a une petite flèche qui nous permet de répondre à la question. Donc je te laisse, si ce n'est pas fait, recopier juste cette partie-là sur ton cahier. Donc la graine de haricot est composée de un tégument, c'est l'enveloppe de la graine, ce qu'on appelle la peau, une plantule ou germe, c'est la future plante, et 2 cotylédons, ce sont les réserves de nourriture de la graine. Donc je vous laisse recopier ça. Mettez pause, hein. Et maintenant, on va copier le bilan. Donc, qu'y a-t-il dans une graine? Une graine contient une plantule ou germe, c'est la future plante. Elle est aussi constituée d'un ou deux cotylédons, ce sont les réserves de nourriture de la plantule. L'ensemble est entouré d'un tégument qui protège la graine. Donc, je vous ai remis le schéma si jamais vous ne l'aviez pas fait correctement. Il va falloir apprendre ça, hein, puisque c'est un bilan. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous laisse un petit lien dans la description avec une émission qui s'appelle Silence ça pousse junior, qui est très intéressante sur les plantes. Donc je vous laisse cliquer si ça vous intéresse. On passe maintenant à la géographie. Donc on va travailler aujourd'hui sur le climat. Donc je vous laisse écrire en rouge quel est le climat de ta région. Et vous allez lire le premier texte seul. Quand c'est bon, je vous laisse remettre play. Donc maintenant que tu as lu le premier texte, je te propose ceci. Et tu vas bien observer les 4 photographies qui sont là. Et tu vas essayer de répondre à l'oral aux questions qui sont posées dessous. Donc je te laisse quelques minutes pour le faire. Tu peux peut-être y réfléchir avec un adulte, si un adulte est là pour le faire avec toi. Et je te laisse répondre à l'oral, hein. Je te fais confiance à ces réponses. Et puis ensuite, on va y réfléchir ensemble. Alors normalement, tu as réfléchi aux questions. On va voir ensemble. Donc ici, on a le climat de montagne Grenoble. Quels sont les mois où il pleut le plus? Donc pour savoir s'il pleut le plus, il faut regarder les bâtonnets. Et plus les bâtonnets sont hauts, plus il pleut. Et nous avons J, F, M, tout ça, ce sont les mois, d'accord? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. jusqu'à décembre. Donc on va regarder pour Grenoble, là où il pleut le plus. Nous avons un très grand bâtonnet ici à mai et 2 très grands bâtonnets à septembre et octobre. Donc c'est là qu'il pleut le plus. Est-ce la même chose pour les autres climats? Alors on va aller voir les bâtonnets. Donc nous on a dit mai, septembre, octobre. On va aller voir en mai. Ici c'est pas le bâtonnet le plus haut, mais il pleut quand même. Septembre, c'est pas le plus haut non plus. Ici dans le climat océanique, ce serait plutôt la pluie en novembre-décembre. D'accord? Donc c'est pas la même chose pour les autres climats. On est ici, pourquoi parle-t-on de courbe inversée? Pour désigner le climat océanique. Donc c'est ici, vers Bordeaux. Le climat océanique, pourquoi c'est une courbe inversée? Regardez la courbe de température, la courbe rouge qui monte vers juillet et qui redescend vers septembre. Eh bien regardez la pluie, elle fait l'inverse. D'accord? Quand la courbe monte, la pluie descend. Ici, la courbe est très basse et les bâtonnets sont très hauts. Ici, les bâtonnets sont assez bas et la courbe est très haute. D'accord? Et même chose ici, tout redescend alors que les bâtonnets montent. Voilà pourquoi c'est inversé. Plus il fait chaud, moins il y a de pluie. D'accord? Climat continental, observe la courbe des températures des 4 climats. Que remarques-tu? Regardez la courbe des températures, elle a toujours la même forme.
D'accord? C'est toujours pas très chaud, vers le milieu d'année, plus chaud, et ça redescend. D'accord? Quatrième question, quelle est la différence principale entre le climat méditerranéen, donc celui-ci, et les trois climats représentés? Eh bien, regardez les bâtonnets, vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup moins de hauteur de bâtonnets? D'accord? Ici, c'est même la température qui monte, et il y a beaucoup moins de pluie. Donc il pleut très peu dans le climat méditerranéen. C'est pour ça qu'on dit qu'il fait souvent beau et que souvent on part en vacances en Méditerranée parce qu'il y a très peu de pluie. C'est très sec. Maintenant, je vais vous laisser tranquillement lire le texte et regarder la carte qui va avec. Essayez de répondre aux questions à l'oral et ensuite on y réfléchit ensemble. Donc on y va. Donc vous avez lu un petit peu ce texte qui nous explique la carte avec les différents climats, où est-ce qu'ils se trouvent et à quoi ça correspond. Donc repère sur la carte où tu habites. Donc nous on va dire qu'on est sur le point rouge. Quelles sont les caractéristiques du climat de ta région? Vous avez vu, on se trouve dans le climat qui est vert là, climat de transition. Et le climat de transition, c'est un climat avec des vents humides. D'accord? Compare cette carte à celle du relief. Donc là, vous n'avez pas le livre, donc vous ne pouvez pas comparer. Donc, on ne fait pas cette question. Je vous laisse regarder ce petit document sur la question du géographe. Donc mets pause si tu n'as pas fini de le lire. Et enfin, je vous laisse copier le je retiens. Donc je vais vous lire. En France, les deux climats les plus répandus sont le climat océanique et le climat continental. Entre ces deux zones climatiques, on trouve un climat de transition, donc comme nous. En altitude domine le climat montagnard, tandis que le climat méditerranéen s'impose dans le sud-est. Les climats chauds, tropical, équatorial sont ceux que l'on rencontre dans les territoires situés en outre-mer. Donc Guyane, Martinique, etc. Je vous laisse copier ça, copier également le lexique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez, à l'aide d'un adulte, aller regarder cette vidéo pour construire une station météo. Donc je compte sur vous pour qu'il y ait un adulte avec vous. Et une vidéo intéressante aussi de Lumni sur les climats du monde. Donc je vous laisse cliquer, tous les liens seront dans la description. Demain est un jour férié, donc pas de vidéo. Et je vous retrouve lundi. N'oubliez pas de m'envoyer votre travail. À bientôt.